Vers 2h30 du matin, dans la nuit du 22 juillet, le sud de l'Iran s'est réveillé sous les sirènes. Des colonnes de fumée montaient déjà au-dessus de Sirik et de Chabahar, tout près de l'étroit goulet du détroit d'Ormuz. Il aurait fallu attendre le lendemain pour comprendre ce que ces explosions signifiaient vraiment, mais à cet instant, seul comptait le bruit et la peur. Reprenons depuis la fin, puisque c'est la seule façon de saisir l'ampleur de cette nuit. 3h45, heure locale iranienne. Le commandement central des États-Unis annonce que la vague d'attaque est terminée. Moins de 2 heures se sont écoulées entre les premières frappes et ce communiqué final. 11e nuit consécutive de bombardements. Selon les médias d'État iraniens, au moins 10 villes et districts ont été touchés cette nuit-là. Téhéran, Tabriz, Boucher, Sirik, Chabahar, Konarak, Machar, Omidyeh, Bebahan, Bané, Abdanan. Une carte impressionnante par sa dispersion, du golfe Persique jusqu'aux confins du nord-ouest, près de la frontière turque et azerbaïdjanaise, à plus de 1500 km de distance. Voilà pour le résultat brut. Maintenant, remontons le fil pour comprendre comment on en est arrivé là. Le commandement central américain a précisé les objectifs de cette campagne, les mêmes depuis 11 nuits. Centre de commandement militaire, capacité navale, hangars aériens, dépôts de drones, logistique militaire. Le but affiché reste inchangé depuis le début. Réduire la capacité de l'Iran à menacer le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz. Remarquez ce qui manque dans cette liste. Aucune usine d'enrichissement, aucune infrastructure énergétique majeure. Seulement des hangars, des entrepôts, tout ce qui permet de faire circuler des armes. Ce n'est pas une campagne contre un programme nucléaire. C'est une campagne contre une logistique de guerre navale. C'est précisément pour cette raison que Tabriz détonne dans cette liste. La ville se situe au nord-ouest du pays, à environ 520 km de Téhéran et à plus de 1000 km des côtes du golfe Persique, plus loin du détroit d'Ormuz que Paris ne l'est de Varsovie. Aucun quai, aucune vedette rapide, aucun radar côtier capable de suivre un pétrolier. Tabriz avait déjà été frappé 2 nuits plus tôt, dans la nuit du 20 juillet. Les autorités provinciales de gestion de crise de l'Azerbaïdjan oriental avaient alors fait état d'une frappe sur une zone militaire au sud-ouest de la ville. 1 mort, plusieurs blessés. C'était la 9e nuit de la campagne, et la toute première fois que le nord-ouest du pays apparaissait sur la liste des cibles. 2 nuits plus tard, la ville y figure une seconde fois. Ce n'est donc plus une exception, mais une nouvelle habitude. Pourquoi une ville qui n'a rien à voir avec la mer devient-elle la cible d'une guerre censée protéger la navigation maritime? On pense que la région de Tabriz abrite une infrastructure de missiles souterraines au sens propre, galeries, tunnels, dépôts creusés sous la roche. Imaginez un parking à étages sous un immeuble. De l'extérieur, on ne voit que l'entrée et une grille d'aération, tandis que les véhicules attendent 3 niveaux plus bas, invisibles et inaccessibles. Une frappe sur ce type d'installation détruit rarement le contenu. Elle s'attaque plutôt à autre chose. Les accès, les monts de charge, les voies de sortie, les nœuds de communication. Les missiles restent intacts, mais ils ne peuvent plus remonter rapidement à la surface. Et c'est là que la campagne cesse d'être seulement une affaire de navires. Des missiles tirés depuis le nord-ouest ne visent pas des pétroliers dans le Golfe. Ils volent dans d'autres directions, sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Frapper Tabriz signifie que la liste des cibles a déjà débordé le cadre officiellement annoncé de cette campagne. Venons-en maintenant à ce pourquoi cette guerre est officiellement menée. Le détroit d'Ormuz est un passage étroit entre l'Iran et Oman. Un jour ordinaire, une part considérable du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial y transite. Imaginez une ville reliée au monde par un seul pont. Tant qu'il fonctionne, personne n'y pense. Le jour où un accident s'y produit, toute la ville se retrouve paralysée. Ormuz joue ce rôle pour l'énergie mondiale. Selon le commandement central américain, l'Iran aurait attaqué plus de 30 navires commerciaux dans ses eaux au cours des 3 derniers mois, mettant en danger des centaines de marins civils. Le corps des gardiens de la révolution islamique avait auparavant averti que tant que les États-Unis opéreraient dans le détroit,
Pas une goutte de pétrole ni de gaz n'en sortirait. Le 19 juillet, le corps a affirmé avoir mis hors d'usage 2 pétroliers qui tentaient de franchir le chenal sud. Voici le premier retournement de cette histoire. Une campagne qui dure depuis 11 nuits protège une navigation qui a presque disparu. Selon des données de suivi maritime en source ouverte, seuls 3 navires ont traversé le détroit en une journée la semaine dernière. Avant la guerre, environ 110 navires l'empruntaient quotidiennement. L'objectif que ces avions poursuivent nuit après nuit est donc, en grande partie, déjà hors d'atteinte. Il n'y a presque plus rien à protéger, parce que presque tout le monde a déjà fui la route. La campagne défend désormais un couloir vide. Mais ce n'est pas encore la couche la plus profonde. Depuis plusieurs mois, un autre problème plane sur le détroit, plus silencieux que les explosions. Le leurrage satellite ou spoofing. Le brouillage, lui, coupe simplement la navigation, et l'équipage comprend aussitôt qu'il est aveugle. Le leurrage agit de façon plus perverse. Il ne coupe rien, il nourrit le récepteur de fausses coordonnées. Imaginez que quelqu'un ait, en pleine nuit, changé tous les numéros des maisons d'une rue. Les lampadaires sont allumés, vous voyez parfaitement, vous avancez avec assurance et vous frappez à la mauvaise porte. Un navire dans le détroit peut ainsi afficher sa position à des dizaines de kilomètres de sa localisation réelle, et cette fausse position s'affiche aussi bien pour lui-même que pour tous ceux qui l'observent de l'extérieur. Voilà le retournement dans le retournement. Un outil conçu pour brouiller le guidage vers des cibles militaires se retourne désormais contre tout le monde à la fois. Il dissimule les navires de guerre, il dissimule les pétroliers, il dissimule aussi ceux qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Un cargo battant pavillon d'un pays tiers avec un équipage venu de 4 nations différentes. Et il rend presque impossible tout contrôle indépendant de qui a attaqué qui et où. Chaque camp raconte désormais sa propre version d'une mer dont l'image objective est techniquement corrompue. Vient ensuite la réponse iranienne, qui ne s'appuie pas sur une flotte. Le 22 juillet, les forces militaires iraniennes ont annoncé, via l'agence semi-officielle Tasnim, avoir mené une vague de frappes de drones contre des dépôts de munitions et des installations logistiques de l'armée américaine au camp Doha, à l'ouest du Koweït. Avant cela, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, le Qatar et Oman avaient déjà connu des frappes et des alertes aériennes iraniennes. L'armée jordanienne avait annoncé avoir intercepté des missiles iraniens au-dessus de son territoire. La mécanique ici est simple, et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. Un drone kamikaze vole lentement, à basse altitude, sans manœuvre ni ruse, et sans équipage à bord. Sa seule mission ? Atteindre des coordonnées et exploser. Pour l'abattre, on utilise un missile anti-aérien qui coûte plusieurs fois le prix de l'engin qu'il détruit. Imaginez répondre à chaque pierre lancée contre votre fenêtre par un coup de fusil de précision hors de prix. Vous touchez presque à chaque fois, mais les pierres, elles, ne manqueront jamais, alors que vos munitions, si. C'est sur ce déséquilibre arithmétique que repose toute la campagne de frappe de drones contre les bases de la région. Et le résultat de ce calcul commence déjà à se voir. Selon des responsables américains, depuis le 7 juillet, environ 100 militaires américains ont été blessés lors de frappes iraniennes sur des bases de la région. D'après un porte-parole du Pentagone, la grande majorité souffre de commotions légères et environ 96% d'entre eux ont déjà repris le service. Le 17 juillet, une frappe sur la base aérienne de Mouvafaq Salti, en Jordanie, a coûté la vie à des militaires et pendant plusieurs jours, le Pentagone a établi un par un le sort de ceux d'abord portés disparus. Pour comprendre comment ce théâtre d'opération en est arrivé là, il faut remonter plus loin encore. Le 28 février, une vaste campagne aérienne contre l'Iran avait été annoncée. Le 18 juin, les deux camps avaient signé un mémorandum d'entente censé mettre fin à la guerre, rouvrir le détroit et transférer le conflit sur le terrain des négociations. Le 8 juillet, les frappes ont repris. Washington a justifié cette reprise par les actions de Téhéran contre le trafic commercial. Téhéran a qualifié ces frappes de violations flagrantes des accords conclus et a commencé à riposter contre les bases américaines de la région. Voilà pourquoi cette 11e nuit consécutive
ressemble à ce qu'elle est. Non pas le début d'une nouvelle guerre, mais une guerre déjà déclarée terminée sur le papier, repartie pour un second tour après ce papier. Les négociations ne sont pas formellement écartées de la table. Le secrétaire d'État américain a déclaré que Téhéran ne semblait pas disposé à négocier sérieusement. La partie iranienne affirme de son côté qu'il n'y aura pas de négociation tant que ces objectifs ne seront pas atteints. Et pendant que ces déclarations s'échangent, chaque nuit, à 2h30 précises, la défense antiaérienne se met en marche. Le prix de tout cela se fait sentir même chez ceux qui n'ont jamais entendu parler de Sirik ni de Konarak. Au matin du 22 juillet, le baril de pétrole dépassait les 93 $. C'est la part de cette guerre qui atteint chacun, à travers une facture de carburant ou d'électricité, à des milliers de kilomètres du détroit d'Ormuz. Revenons maintenant à cette nuit précise, à ses détails les plus concrets. 2 heures, au moins 10 villes, des hangars, des dépôts de drones, des postes de commandement, des chaînes logistiques. L'un des missiles de cette nuit-là a touché un poste électrique près de la centrale nucléaire de Bushehr. Pas le réacteur, pas le bâtiment principal, mais le poste voisin. Un village alentour s'est retrouvé privé d'électricité. Le courant a été rétabli environ 2 heures plus tard. C'est peut-être là qu'il faut s'arrêter, car c'est à cette échelle que cette guerre se mesure vraiment. Pas dans le nombre de hangars détruits, qu'aucune partie extérieure ne pourra jamais vérifier. 2 heures d'obscurité dans un village près de Bushehr. Une personne tuée près de Tabriz dans la nuit du 20 juillet, selon les services provinciaux de gestion de crise. Une centaine de militaires américains blessés en 2 semaines, et 96% d'entre eux de retour au service. Parce que les autres, eux, n'y retourneront jamais. 3 navires par jour dans un détroit qui en comptait 110 avant la guerre, et plusieurs milliers de marins désormais à l'ancre, dans l'attente, fixant un écran où leur propre navire n'apparaît pas là où il se trouve réellement. Ce 22 juillet, une cérémonie de rapatriement des corps de militaires tombés au combat était prévue à 11h du matin, heure locale, sur une base aérienne du Delaware. Presque au même instant où, à Tabriz, on déblayait encore les décombres de cette 11e nuit de frappe. On peut se demander, en écoutant tout cela, ce que ressentent ces familles de marins et de soldats, de part et d'autre, à attendre des nouvelles pendant que les diplomates continuent d'échanger des communiqués. Et l'on peut se demander aussi, franchement, comment un passage maritime large de quelques dizaines de kilomètres a fini par tenir en otage la moitié du commerce mondial. Une question qui mérite, à elle seule, qu'on s'y attarde.